C'est le dernier coup de force des djihadistes au Mali. Il y a 4 jours, ils se filment dans les rues de Loulouni, une petite commune du sud du pays située sur un axe stratégique. Les djihadistes se sont emparés de la ville par les armes et ils paradent. Nous avons pu localiser cette vidéo au niveau de cette station-service. Après l'attaque, les terroristes se sont, semble-t-il, retirés volontairement et sans encombre. C'est du moins ce qu'ils affirment dans cette vidéo de propagande. L'enquête des révélateurs aujourd'hui sur la montée en puissance des groupes djihadistes au Mali. Sont-ils en train de faire basculer le pays? Voici toutes les attaques terroristes répertoriées depuis le début de l'année. Selon notre décompte, 90% d'entre elles ont été réalisées par le JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Avec près de 2100 morts depuis le début de l'année, le bilan des attaques du JNIM constitue déjà un record. Un nombre important de ces attaques se concentre désormais sur le sud et l'ouest du pays, une zone auparavant relativement épargnée. C'est le résultat d'une stratégie décidée par le JNIM. Sur cette vidéo de propagande qui date du 3 septembre, un porte-parole du mouvement annonce l'interdiction de l'importation de carburant au Mali. Concrètement, tous les grands axes routiers en provenance des pays voisins vers Bamako sont attaqués. Des dizaines de camions-citernes sont incendiés. Et quand ils ne le sont pas, c'est que les djihadistes se servent directement. Ils volent du carburant. Nous avons dénombré une vingtaine d'attaques de début juillet jusqu'au 7 novembre. Bamako est asphyxié, le pays paralysé pendant plusieurs semaines. Les transports en commun sont également la cible du JNIM. Les bus sont régulièrement contrôlés, comme on peut le voir sur ces vidéos. Les djihadistes imposent à toutes les femmes de porter le voile. Ils font respecter la charia. Mais quel est l'objectif du JNIM à travers ce blocus? Le groupe terroriste est-il capable de prendre Bamako, la capitale? L'objectif, c'est de faire tomber le pouvoir et arriver à ce qu'ils appellent une sorte de gouvernance islamique. Mais qui dit gouvernance islamique dit forcément coalition avec d'autres forces. Seuls, ils ne peuvent pas le faire ni politiquement ni militairement. Le JNIM est un groupe bien connu des militaires français, dirigé par Iyad Agrali. Il était l'ennemi public numéro 1 de l'armée française quand elle opérait au Mali. Le journaliste Olivier Dubois a été otage du JNIM pendant 711 jours. Il y a un profond respect, en tout cas des membres qui m'ont gardé presque 2 ans, concernant leur chef. Ça, c'est certain. Il y a un commandement militaire clair entre Iyad Agrali, l'émir, le chef, jusqu'aux commandements locaux. Tout ça est vraiment très, très pensé. Et moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est leur vision à long terme. Ils travaillent pour Dieu, ils ne travaillent pas pour avoir des victoires rapides. Pour déstabiliser le pouvoir malien, le JNIM a également multiplié les attaques contre des mines ou des usines détenues par des investisseurs étrangers, comme ici, une cimenterie indienne. Nous avons recensé au moins 14 attaques depuis mai dernier, qui tournent souvent à la prise d'otages. Depuis le début de l'année, au moins 22 étrangers ont été enlevés. Ici, c'est un Émirati qui a été fait otage dans sa propriété. Sur cette vidéo de propagande, on voit son hangar avec ses aéronefs. L'otage est un membre de la famille régnante aux Émirats qui travaillait dans l'or au Mali. Libéré début novembre contre une rançon record de 50 millions de dollars. Un trésor de guerre pour le mouvement terroriste. Il reste aujourd'hui quelques milliers de Français au Mali. Comment vivent-ils à Bamako, notamment entre la menace de représailles de la junte et la pression des djihadistes? Les tensions économiques aussi sont grandes, la population a peur, les femmes particulièrement. Reportage dans la capitale malienne, signé Nicolas Bertrand et Fabien Fougère. Sous bonne escorte de l'armée malienne, ces camions de carburant entrent dans Bamako. Les militaires sont tendus. Ils ont sécurisé le convoi sur des centaines de kilomètres depuis la Côte d'Ivoire. Et cette fois, ils sont passés. Bamako en avait bien besoin. Sur les 700 stations essence de la ville, 600 sont aujourd'hui encore à sec. Car ces derniers mois, de nombreux camions de ravitaillement avaient été pris pour cible et détruits par des djihadistes avant d'arriver en ville. Dans les stations qui ont été ravitaillées, c'est la cohue.
Faites la queue. Si vous faites comme ça, personne va avoir de carburant. J'ai eu toutes les difficultés du monde. J'ai dû pousser ma moto sur environ 9 km sans jamais avoir de carburant. Une situation qui complique la vie de centaines de milliers d'habitants qui ne peuvent plus aller travailler. Parmi eux, les chauffeurs de taxi de la capitale. Celui-ci souhaite rester anonyme. Tu quittes la maison pour aller travailler, puis tu rentres chez toi les mains vides. Ce n'est pas facile. On n'arrive plus à trouver de quoi préparer le repas pour la famille. Vraiment, nous souffrons. C'est toute l'économie qui est durement touchée, toute la vie dans la capitale, jusque sur les petits marchés où les prix ont parfois grimpé de 40%. Ça c'est 250, ça c'est 300. C'est cher? Pourquoi c'est si cher? C'est à cause des problèmes d'essence, tout a augmenté. Bamako est étranglé par cette crise avant tout économique. Mais au niveau sécuritaire, proprement dit, il n'y a pas de problème dans le centre-ville. Les attaques se concentrent sur les grands axes qui mènent à la capitale. Il est devenu extrêmement dangereux de sortir de Bamako. Prendre la route, on a peur. Personnellement, quand même, je n'oserais même pas prendre la route pour l'instant. Je n'y pense même pas. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 Français qui vivent au Mali. Le ministère des Affaires étrangères leur a recommandé de quitter le pays dès que possible. Alors souhaitent-ils partir? Quelle est leur situation sur place? Nous avons essayé de contacter des dizaines d'entre eux. Aucun n'a accepté de nous répondre à visage découvert. On a essayé de parler avec des dizaines et des dizaines de Français à Bamako et personne ne nous répond. Vous savez pourquoi? C'est la peur de la c'est bon. Une autre Française confirme cette explication par téléphone. Il y a eu beaucoup de cas d'arrestation et de mise en garde à vue pour atteinte à la sécurité de l'État. Toute critique, aussi petite soit-elle, est considérée en fait comme une tentative de déstabilisation. Elle-même a décidé de partir. Elle quittera le Mali dans les prochaines semaines. Surtout le fait qu'on ait très peu de visibilité sur comment les choses vont évoluer pour gérer cette situation. Donc c'est un peu tout ça qui motive mon départ. Au milieu de cette crise, la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali en 2021 parade dans les rues de Bamako. Ici, le chef de la junte, Assimi Goïta, président autoproclamé. Son ministre des Affaires étrangères refuse de parler de crise. Il y a des résultats qui se font, la situation s'améliore, elle va être progressive. Pourtant, aujourd'hui, concrètement, le pouvoir militaire de Bamako ne contrôle plus que 25% du territoire du Mali. Après plus de 9 ans à combattre les djihadistes au Mali avec l'opération Barkhane, les forces françaises ont donc quitté le pays il y a 3 ans. Et la junte malienne que vous venez de voir s'est tournée vers les Russes pour la défendre. Les Russes qui continuent leur OPA sur l'Afrique. Moscou a envoyé ses mercenaires à Bamako. Alors ce ne sont plus les miliciens de Wagner, mais c'est un groupe qui se fait appeler Afrika Korps. Qui sont-ils? Quelles sont leurs méthodes? Maryse Burgot avec les révélateurs de France Télé. Des soldats envoyés par le Kremlin au Mali, le drapeau russe flotte sur leurs équipements. Ce sont les membres de l'Afrika Korps, filmés ici par une équipe de télévision russe. Le reporter est enthousiaste. C'est le symbole de la stabilité pour toute l'Afrique, ce drapeau russe et ses soldats russes. L'Afrika Korps combat avec les forces maliennes contre les djihadistes. Leur logo est le label de cette présence russe au Sahel. Le groupe a remplacé les mercenaires de Wagner depuis la disparition de leur chef, Yevgeny Prigojine. Mais cette fois, les 1500 hommes de l'Afrika Korps font partie du ministère russe de la Défense. Le vice-ministre vient d'ailleurs régulièrement au Mali. Les Russes montrent volontiers ces images du groupe applaudi par les habitants. Le but est de s'implanter tout en discréditant le rôle passé de la France. C'est ce que disent ouvertement les proches de Vladimir Poutine. Contrairement à l'Occident, la Russie n'a jamais maintenu personne dans une sorte de prison coloniale. Voici ces Russes engagés ici dans des combats pour reprendre des villages maliens aux djihadistes. Des mercenaires souvent accusés d'exactions comme leurs prédécesseurs de Wagner.
L'organisme de contrôle indépendant ACLED a fait les comptes. Africa Corps est impliqué avec les forces armées maliennes dans au moins 26 faits de violence contre les civils ces 6 derniers mois. Dans ce quartier de Bamako, un mercenaire russe a par exemple assassiné début novembre un patron de bar. 3 balles à bout touchant parce que ce propriétaire voulait juste fermer son établissement. La famille demande justice, des violences niées par la Russie. Nos militaires au Mali ne commettent aucune action contre les civils ou des biens civils. C'est bien connu. Ce bras armé de la Russie permet aussi de contrôler des sites stratégiques au Mali. En novembre par exemple, l'Africa Corps reprend avec l'armée la mine d'or d'Intaaka. Des orpailleurs traditionnels y travaillaient illégalement. Une manière pour la Russie de s'immiscer dans ce commerce rentable. D'ailleurs, le Mali vient de poser la première pierre d'une raffinerie d'or construite en partenariat avec les Russes. Étienne Lénart, bonsoir. Bonsoir Léa. Merci d'être là. On vient de le voir. On vient de voir le cas du Mali. Mais au-delà, les djihadistes progressent partout dans le Sahel. Oui, et les experts du renseignement n'y vont plus par 4 chemins. Pour eux, le Mali et cette région du Sahel sont tout simplement... Le risque, c'est qu'ils redeviennent ou qu'ils deviennent l'épicentre du djihadisme international. Regardez la carte. Les combattants du JNIM, ils se déplacent très librement aujourd'hui du Mali au Niger, du Niger au Burkina Faso, dans une région qui est immense. Au Burkina, des régions entières sont aujourd'hui considérées, contrôlées par cette organisation du JNIM. Les juntes dans ces 3 pays qui sont arrivés au pouvoir en libérateurs, notamment après le départ des troupes françaises, ne parviennent pas à endiguer cette progression. Et ça va même au-delà. Revenons à la carte. Des attaques sont aussi recensées plus au sud. Des pays comme le Bénin, comme le Togo, jusqu'au Sénégal sont impactés par des attaques, avec le risque à plus long terme, dans plusieurs mois, plusieurs années, que cette région du Sahel se transforme en une sorte de sanctuaire djihadiste.